Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Direct 7 dans votre émission Coin de vérité. Le Togo se prépare par deux élections cette année. Il s'agit des élections législatives et régionales. Mais déjà, les partis politiques de l'opposition dénoncent la restriction des libertés de manifestation et l'enrôlement des mineurs sur les listes électorales. Dans ces conditions, peut-on parler des élections libres et transparentes? C'est le thème en débat. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux confrères journalistes. J'ai à ma gauche M. Fabrice Pétiesi, il est directeur du journal Le Libéral. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. À ma droite, j'ai Magloire Kenvi Teko, il est rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Bonsoir, chers confrères, et bienvenue. Bonsoir et bonne arrivée à nos chers téléspectateurs. Vous avez vu le déroulement des recensements dans les trois zones. On peut dire aujourd'hui que le recensement est terminé, mais on entend auprès des responsables des partis politiques de l'opposition l'enrôlement des mineurs, des étrangers. Est-ce que vous avez, vous aussi, ces informations? Oui, bon, c'est des informations que je lis sur les réseaux sociaux. Je n'en ai pas les preuves. Bon, généralement, quand on prend un peu la façon dont ce recensement se passe, c'est un recensement où on a la carte en même temps. Et naturellement, lorsqu'on parle de mineurs recensés, on devrait en tout cas brandir les preuves. Je crois que pour l'instant, je ne sais pas si à tous ceux qui allèguent la présence des mineurs dans le fichier électoral ont pu brandir les preuves. Je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'ils mentent, mais je dis non plus que je n'ai pas encore vu des preuves. Alors, est-ce que sur la liste, il y a des gens qui sont nés avant 2005 ou 2004, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est des gens qu'on a déclarés comme ayant peut-être 18 ans alors qu'ils n'en ont pas? Donc, je crois que tout ça, là, c'est des éléments. Il faut rassembler des preuves pour ne pas tomber dans cette routine qui fait qu'à chaque fois, bon, on revient sur les mêmes problèmes, mineurs recensés et tout cela et autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si un parti politique bien organisé a les preuves qu'il y a des mineurs qui ont été enrôlés, ce parti sait quoi faire. Elle sait où aller, en tout cas, porter plainte ou porter des réserves pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais je ne souhaiterais pas que ce soit des déclarations à l'emporte-pièce ne se basant sur rien. Donc, pour moi, en tant que journaliste, j'attends qu'on me brandisse les preuves. Moi, je n'ai pas parcouru les listes électorales. Je n'avais pas de représentants dans tous les centres de recensement non plus. Je ne sais pas si les partis politiques étaient représentés. En tout cas, on était dans une phase où c'était une question technique qui se faisait. Et soit vous avez des pièces d'identité qui prouvent que vous avez l'âge de voter, et à défaut de la pièce d'identité, je crois que dans des localités, il est quand même permis au chef du village ou au chef canton, quand même, à la localité dans laquelle vous êtes, d'attester que vous avez l'âge de voter, que vous êtes togolais et tout cela. Mais non, en ce qui concerne le vote des étrangers, là aussi c'est une question sur laquelle il faut extrêmement faire attention parce que c'est trop facile de dire que tel est étranger. On est togolais par la nationalité simplement. Il y a aujourd'hui des gens qui sont togolais, on les connaît dans le coin, qui ont des parents togolais, mais peut-être si tu n'as pas la nationalité togolaise, tu n'es pas togolais. C'est de la même manière, tu peux voir, je ne sais pas, un Nigérian qui a résidé au Togo finir par avoir la nationalité pas par naissance, mais il peut avoir la nationalité également, prêtez-moi le mot, puisqu'il y a plusieurs façons de détenir la nationalité togolaise. Soit vous avez des parents togolais ou alors vous résidez un certain nombre, vous demandez de résidence, vous demandez à un moment donné à avoir la nationalité togolaise et on vous l'accorde. Donc, qui peut traiter l'autre d'étranger? C'est une question très délicate. J'ai été sur une radio une fois, quand quelqu'un a abordé la question et on lui a demandé comment sait-il que c'est des étrangers. Alors, il est allé indexer certains signes ostentatoires qui prouvent que certains sont nigérians parce qu'ils avaient des voiles. On lui a rappelé tout simplement que la tenue musulmane, ce n'est pas seulement les Nigériens, ce n'est pas seulement telle ou telle localité. Ça veut dire qu'il était dans les interprétations. Oui, il était dans les interprétations. Ou alors, il parlait une langue
que l'individu ne comprenait pas. Donc il a tout de suite estimé que il y a des Togolais aujourd'hui qui peuvent avoir des accents nigériens pour avoir vécu au Niger, ou alors carrément des Nigériens qui ont résidé au Togo à un moment donné, qui ont demandé à avoir la nationalité. Et même on a beaucoup de Nigériens d'origine, même quand vous prenez le meilleur Togolais qui a excellé dans le football, tout le monde connaît son origine, mais il est Togolais, puisque finalement ses parents ont résidé ici là dans la nationalité. Donc là aussi, il faut faire attention pour ne pas glisser sur ce terrain-là où certains traitent les autres d'étrangers. Et c'est des situations un peu délicates, surtout dans les zones frontalières, où nous avons aujourd'hui, par rapport à nos cultures, vous pouvez avoir deux familles qui se retrouvent à cheval sur deux pays. C'est la même famille, mais certains peuvent être béninois, d'autres togolais, ou certains ghanéens. Vous avez vu, même quand les élections se passent au Ghana, ils font le recensement. Ils font des communiqués comme ça pour dire « Ah, il faudra que c'est ouvert seulement aux Ghanéens et que ceux qui ne sont pas Ghanéens fassent très attention. » À la frontière, il y a des gens qui sont à cheval. Parfois, ils bénéficient, bon, ils vont à l'hôpital au Ghana, ils font tout au Ghana. Les élections peuvent arriver, ils peuvent s'assimiler aux Ghanéens, ou l'inverse. Ou alors, c'est des Ghanéens qui résident à la frontière, qui finalement s'assimilent aux Togolais. C'est une question très délicate, c'est pour cela que je dis qu'il faut vraiment avoir des preuves pour ne pas, à tort ou à raison, indexer quelqu'un indûment d'étranger, alors qu'en réalité, vous n'avez pas la preuve que l'étranger. Donc, avant de parler d'étranger, il faut définir c'est comment on reconnaît le Togolais. Le Togolais, on ne le reconnaît pas par... c'est pas par des traits physiques. On a dépassé ça. Si c'est des traits physiques, on a beaucoup de frères aujourd'hui qui sont français, nous savons que c'est des Français. Moi, j'ai un frère, on est du même père, même mère, mais il est français. Donc, si on veut s'arrêter aux traits physiques pour dire que tel ne ressemble pas au Togolais, on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Donc, il faut vraiment avoir la preuve de ce qu'on dit. Magloire Teko Kenvi, le recensement des mineurs et des étrangers, est-ce que vous avez des informations? Le confrère parle parfois des interprétations, mais dans la cause précisément, on a vu les représentants de l'ANC même qui ont passé 24 à 48 heures à la police parce qu'ils s'interposaient au recensement des mineurs. Alors, de mémoire de journaliste, je dirais que ce n'est quand même pas un fait nouveau. Il faut avoir quand même ce courage de le dire que généralement ça se passe. Et tout à l'heure, le confrère Fabrice faisait allusion, n'est-ce pas, au cas Ghana. Et je me rappelle que lors de leur dernière élection présidentielle, le gouvernement ghanéen avait annoncé l'arrestation de certains qui se faisaient enregistrer par effraction, notamment il y a eu certains Togolais. Et étant donné également que le Ghana et le Togo partagent pratiquement les mêmes frontières au niveau, par exemple, de la région des plateaux, on a eu à assister à ce genre de mouvements à chaque période électorale. Il y a quand même de ces mouvements de certains jeunes qui vont de l'autre côté, qui reviennent. Très souvent, c'est des gens aussi manipulés par des politiques à dessein économique. Donc, je ne dirais pas principe, en tant que journaliste, je ne dirais pas que c'est un fait nouveau. C'est un fait qui est là. Maintenant, je présume que Mme Adjamagbo et ses collaborateurs et ses collègues qui ont avancé cette idée-là savent de quoi ils parlent, parce que c'est des déclarations extrêmement, je présume, graves. C'est des déclarations qui portent généralement en elles des germes de violence. Et donc, si tel est vraiment le cas, moi je dis que c'est un acteur politique. S'il le dit, je ne pense pas que ça doit être une déclaration anodine ou comme cela, s'il n'y avait pas en amont des faits qui sous-tendent véritablement ces infractions-là. Et donc, si tel est le cas, alors il faut quand même qu'on apprenne à dépasser l'étape des discours et aller à l'étape du pragmatisme. C'est-à-dire que si véritablement la DMP se dit certaine, convaincue que dans certaines parties du pays, il y a, n'est-ce pas, des mineurs qui se sont fait recenser, il y a des étrangers qu'on a fait enrôler, alors ils doivent savoir par où tenir le sujet, c'est-à-dire où aller se plaindre. On sait qu'au Togo, quand on parle de l'élection, des élections, les entités, entre autres entités impliquées, il y a naturellement l'État au travers du ministère en charge de l'administration territoriale, la DMP
devrait normalement aller se plaindre avec preuve à l'appui au niveau du gouvernement d'abord et au niveau de la CENI qui est le bras opérationnel, on va dire, même si on ne le dira pas que c'est le bras opérationnel du gouvernement, on sait que c'est l'entité quand même indépendante qui est en charge de l'organisation des élections au Togo. Et donc, tout ceci mis ensemble, je dis, ok, si il savait véritablement que les faits sont avérés, alors on doit dépasser l'étape des dénonciations, des déclarations entre griffes tapageuses, mais aller porter plainte auprès des autorités compétentes pour que ça serve de cas d'école, pour que demain, après-demain, on ne revienne pas encore à dire qu'on a enrôlé des gens et que après c'est sur la base de ça que le fichier a été faussé et que voilà, on dénonce des résultats qui seront proclamés. Et comme vous le savez chez nous, quand ça est comme ça, c'est un cercle vicieux. Il y a les élections, on dénonce les résultats, il y a les violences et puis on va rentrer dans les pourparlers et puis vice-versa. Et on doit réussir à dépasser cette étape. Donc je dis, c'est grave, si tel est le cas, alors il faut aller se plaindre là où on devrait le faire. Alors, vous parliez des problèmes techniques. Nous avons vu ici à Lomé, dans la zone 1, tous les problèmes qui ont amené à prolonger le délai du recensement. Aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition réclament la reprogrammation du recensement dans la zone 1. Quel est votre avis? Bon, je crois que au niveau du recensement, comme tu l'as dit, il y avait eu un délai qui était imparti. Et finalement, dans presque toutes les zones, il y a eu une prorogation de 48 heures et plus. Bon, alors, est-ce que je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être faire le point pour voir. On a plus ou moins une idée, hein, on a plus ou moins une idée des populations en âge de voter, puisqu'on vient de faire un recensement général. Qui quand même nous permet d'avoir une idée sur combien nous sommes d'une couche de population à une autre. Alors, donc, je crois qu'il faudra, après le travail final, voir si effectivement on peut envisager le degré de pourcentage de recensés dans une zone. Alors, si on est en deçà, je crois qu'il va falloir trouver une formule pour permettre à certains Togolais qui voulaient bien se recenser, mais qui n'ont pas pu le faire, de le faire. Mais je n'en sais rien jusqu'à cette étape. Tout ce que je sais, c'est que la prorogation, c'était pour permettre aux retardataires de pouvoir le faire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont laissés sur le carreau. S'ils sont laissés sur le carreau, je crois qu'aujourd'hui, il y a un cadre de discussion entre politiques qui peuvent s'entendre pour voir si on peut faire peut-être organiser des recensements peut-être dans certaines zones pour essayer de compenser le manque à gagner. Donc, je crois qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Mais nous sommes à une étape où c'est un peu difficile de voir. C'est vrai qu'on peut se dire qu'au Togo, quand on prend l'environnement politique, on peut se dire, certains peuvent penser que dans cette zone, c'est mon fief et que si ce n'est pas bien fait à ce niveau-là, ça ne va pas dans mon intérêt. Mais on a quand même eu la chance que tous les partis politiques cette année, en tout cas désireux d'aller aux élections, ont appelé à ce que les gens aillent au recensement. Et on a vu quand même qu'il y avait une influence inhabituelle dans la zone 1. Donc, à ce niveau, si effectivement on fait le point et on constate que peut-être à moins de 70% ou 80% seulement se sont fait recenser et qu'il y a des possibilités d'envisager une autre reprogrammation, pourquoi ne pas le faire? Mais tout ça là, je crois qu'il faut en discuter plutôt que peut-être d'aller sur un terrain du genre, on a voulu favoriser ici ou là certains ou quelque chose comme ça. C'est fait intentionnellement. C'est fait intentionnellement, oui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de mineurs recensés, c'est dans l'intérêt de qui? Ça aussi, il faut se poser cette question. Et je crois que après un travail doit être fait pour élaguer les doublons et autres. Il y en aura forcément. Et tout ce qui a été recensé, ça ne sera pas tout ça qui sera retenu, à mon avis. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être à l'ère des réseaux sociaux parce que je me souviens, ce n'est pas la première élection qu'on organise à l'ère des réseaux sociaux parce que à une certaine époque, on a fait un recensement où les gens sont allés filmer des images qu'ils ont balancées sur les réseaux sociaux. On voyait des visages
des gens qui avaient l'air mineurs. Ça aussi, c'est un problème. Il y a des gens qui ont l'air d'être des enfants, surtout dans les zones où on sait qu'au niveau de l'Afrique en général, notre croissance n'est pas tellement au rendez-vous. On peut vous montrer quelqu'un qui a 18 ans, mais vous allez voir son visage, il a l'air de quelqu'un qui a 14 ans. Et au même moment, vous allez voir un enfant de 14 ans qui pratiquement, ou alors vous voyez une adolescente de 13 ans qui pratiquement a un corps où on peut lui en donner un peu plus. Mais tout ça, il aurait fallu qu'il y ait quand même une certaine honnêteté au niveau de ceux qui déclaraient les gens. Mais, comme je le dis, c'est facile à prouver. Parce que c'est des images qui sont là. Si vous allez, on a affiché, vous prenez, vous regardez, vous connaissez cet enfant, vous savez qu'il n'est pas, il est né après 2005, mais vous retrouvez son nom, même si on lui donne un autre âge, on peut créer un débat autour. Mais si ça s'arrête à des déclarations sans preuve comme cela, je crois que bon, on ne nous donne pas quand même, on ne nous donne pas l'occasion de situer exactement où se trouvent les responsabilités. Donc moi je dis, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est très facile de ressortir ceux qui ont été recensés et qui ont l'air gamins et qu'on a considéré comme en 18 ans et que c'est facile de le ressortir d'une zone à une autre. La reprise de recensement dans la zone 1, brandie par l'opposition aujourd'hui, Magloire, comment vous la retrouvez? Est-ce que géopolitique ou il y a la sincérité dans ce qu'ils font? Non, honnêtement, je peux pas parler à leur place. Je pense que c'est des acteurs politiques aguerris. Et sur la base des constats, si on veut juger les faits sur le terrain, étant donné que nous sommes journalistes, les faits sont sacrés, sur la base des faits, ce que nous tous nous avons constaté, ne serait-ce que dans la zone 1, je pense qu'il y a de bonnes raisons quand même que la CENI pense à reprendre, pas reprendre carrément, mais donner quelques, peut-être 48 heures ou 72 heures supplémentaires dans la zone 1 pour permettre justement aux Togolais qui avaient vraiment envie de se faire enrôler de le faire, parce que j'estime qu'il n'y a pas que les élections en réalité. Au-delà des élections, vous savez que l'État togolais même est dans un processus d'enregistrement biométrique de sa population pour d'autres enjeux. Et donc, si l'enrôlement électoral devrait en faire partie, il faudrait qu'on le fasse bien, parce que n'oublions pas que depuis plusieurs années déjà, le Togo organise ses élections sur fonds propres. Alors, le Togo, ayant déjà d'autres chantiers en termes de développement, s'il faille qu'on débourse encore de l'argent pour organiser les élections sur fonds propres, j'estime qu'on doit le faire comme cela se doit. Parce que, vous savez, on est un peu habitué à ce phénomène au Togo où lorsqu'un politicien a juste envie de faire ce qu'il veut, il sort une déclaration pour dire aux populations n'allez pas vous faire enrôler et c'est vite fait. Maintenant, pour une fois, on a compris que les gens ont fait cet effort d'avoir cette maturité politique pour sortir, ne serait-ce que se faire enrôler. Et ça, c'est un devoir citoyen que nous ignorons souvent. Maintenant, si les gens ont compris ce devoir-là tel et qu'ils se sont mobilisés au maximum, on ne va pas les punir parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, des consommables qui ont manqué au rendez-vous. C'est pour cela que je dis, si les gens n'étaient pas là, on comprendrait. Les gens étaient là et pour moi, par exemple, mon cas personnel, j'ai passé 72 heures à Lomé, je n'ai pas pu me faire établir ma carte d'électeur. Jusqu'à ce jour? Non, il a fallu que lors de la phase de zone 2, je me déplace sur Palimé pour me faire enrôler à Palimé et demander comme un transfert vers Lomé. Voyez-vous, il y a beaucoup aussi qui ont fait cet exercice-là. Et donc, je pense que sur la base de ça, il n'y a pas de raison qu'on puisse mettre de côté ces Togolais-là qui se sont mobilisés mais qui n'ont pas pu le faire parce que les intrants ont manqué, parce qu'il y a eu des problèmes techniques et ils n'ont pas pu se faire enrôler. Et donc, je pense qu'il faut le faire. Encore que, voyez-vous, on n'a pas encore annoncé les dates pour les prochaines élections. Ça voudra dire qu'en réalité, nous sommes entre Togolais, nous organisons des élections au Togo et il faut le faire bien. Il n'y a pas urgence pour moi, c'est vrai, le calendrier républicain, il est là, mais du moment où on n'a pas encore annoncé les dates, je me dis 2 jours, 3 jours
pour permettre à ceux qui étaient au bord de la route de rentrer dans le mouvement, ça ne tuera personne et il faut absolument y penser. Ça ne doit pas être une affaire de hypothèse ou des suppositions. Il faut le faire parce que nous avons vu et constaté que des Togolais ont voulu le faire, mais n'ont pas pu le faire pour défaut technique. C'est-à-dire le dernier jour, vous avez vu des gens qui devraient... Il n'y a pas que le dernier jour. Je vous ai parlé de mon cas, 72 heures. J'y étais, les agents recenseurs étaient là, il y avait du monde, mais les machines étaient tombées en panne. Les machines qui travaillaient, il n'y avait pas d'intrants, il n'y avait pas de consommables, c'est-à-dire l'encre, les papiers, ça manquait. Et c'est comme cela que beaucoup de Togolais n'ont pas pu se faire enregistrer. C'est pour cela que je dis, mais ceux qui sont là, c'est leur devoir. On ne va pas, vous savez, très souvent, dans ce genre c'est comme si on ne pense pas à l'après-acte que nous posons. Parce que moi, citoyen togolais, si je vais pour me faire enrôler et j'ai l'âge de voter, je vais pour me faire établir ma carte d'électeur, on me dit que les machines sont tombées à panne, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de papier pour imprimer ma carte. Mais après, je peux considérer ça comme une violation des droits de l'homme, c'est-à-dire mes droits de citoyen ont été violés. Et par après, je peux aller me plaindre là où je veux. Et vous allez voir que ces derniers temps, il y a plusieurs de ces affaires-là qui sont amenées devant la Cour de justice de la CEDEAO, par exemple, qui a statué et qui a condamné l'État togolais. C'est des faits comme ça qu'on considère un peu anodins, mais qui contribuent justement je veux dire, à ralentir un peu l'élan démocratique du Togo. C'est pourquoi je dis, du moment où nous sommes entre Togolais, il faut faire cet effort-là de faire les choses en bien. Alors, pour clôturer ce sujet, violation des droits des citoyens, si on refuse de les faire recenser, est-ce que c'est ça? Vous le voyez comme ça? Oui, est-ce qu'il y a eu refus il parle plutôt des problèmes qui ont entraîné, qui ont fait que des gens n'ont pas réussi à se faire recenser. Si les faits sont avérés, que la CENI ne le programme pas. Ça serait grave qu'on dise qu'on a refusé de recenser. Si vous refusez de recenser quelqu'un, il va falloir donner les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas le recenser. Mais s'il y a eu un problème technique, comme on a pu le constater, dans certaines zones, effectivement, il y avait une influence, mais il y a eu aussi des zones où les gens se rongeaient les pouces. C'est-à-dire que les gens étaient là, mais les gens ne venaient pas. Et donc, maintenant, comme je le dis... Oui, dans la zone 1. Il y a eu des zones où, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, par exemple, le dernier jour avant la prorogation, il y a quelqu'un qui informait les gens sur des plateformes comme quoi, au CG des étoiles ou quoi, qu'il n'y avait personne là-bas, que les gens pouvaient aller se faire recenser facilement à ce niveau. Donc, il y a eu mais au même moment, il y a des endroits où c'est un recensement où quand vous y entrez, vous avez l'impression que les gens ne sont pas nombreux. Mais quand vous rentrez et vous voulez vous faire recenser, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a les gens. C'est un peu cela. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, on a la chance de finir un recensement général qui permet à l'État togolais d'avoir une idée globale de sa population. Les jeunes de 0 à 5 ans, ils sont combien? On est capable aujourd'hui de nous donner ce nombre. De 0 à 18 ans, combien ont l'âge de voter? On est capable de nous donner ce nombre. Il faut confronter les chiffres pour voir quel est l'écart. Si l'écart est abyssal, effectivement, dans certaines zones, il faut donner l'occasion aux gens, parce que de toutes les façons, tout le monde ne se fera pas recenser. Il y a aussi des gens qui ne s'intéressent pas à la chose. Mais s'il y a des gens, comme le cas qu'il évoque, qui ont manifesté leur désir de se faire recenser, et ils ont vu les bureaux, les centres de recensement se refermer à leur nez, là il y a problème. Il faut trouver un mécanisme pour pouvoir régler ce problème-là. Les partis politiques peuvent faire le travail, recenser les gens qui ont la preuve qu'ils étaient là, mais on a refermé les centres de vote sans qu'on puisse les recenser, soit pour des raisons liées à la défaillance des machines ou alors pour des raisons liées au temps. Tout ça là, et voir quel est le pourcentage. Si l'écart est grand, là il faut trouver une occasion de reprogrammer ça. Effectivement, quand on regarde un peu dans la première zone, je crois que c'est une zone qui s'est limitée à Lomé et la région maritime, non? Il y avait la région maritime. Il y a le Grand Lomé et la région maritime. La population est concentrée à ce niveau-là. On connaît la population de Lomé, de la région maritime et tout cela.
par exemple, si on se rend compte que sur 100 personnes, 70 seulement ont été recensées, ça veut dire qu'il y a un grand écart. Mais bon, si on dit 95 personnes ont été recensées sur 100, on peut se dire que les autres, bon, peut-être qu'entre-temps, ils ne vivent plus, ils ne sont plus là, ou alors ils ne veulent pas se recenser. Mais si l'écart est grand, il faut le refaire. C'est pour cela que je dis à cette étape près, c'est un peu difficile de croire que peut-être on fait du mal à l'un ou l'autre. Celui qui peut-être peut envisager cela, ça peut être son militant qui n'est pas recensé, on ne sait rien. Donc, si l'écart est grand, ils ont les moyens de le vérifier. Il n'y a pas que l'enrôlement des mineurs et des étrangers dont les partis politiques de l'opposition parlent, il y a également la restriction des libertés de manifestation. Avant d'aborder ce sujet, nous allons marquer une pause. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Deuxième partie de l'émission Coin de vérité. Je reste toujours avec mes deux invités, les journalistes. J'ai à ma gauche Fabrice Bétizi, le directeur de publication du journal Libéral. À ma droite, Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Je reste avec vous, Kenvi. Depuis quelques jours, les partis politiques de l'opposition dénoncent la restriction des libertés de manifestation. Il y a aussi l'organisation de la société civile Front Citoyen Togo Debout, la DMP. Après la DMP, nous avons vu la DMK, tout récemment appelée. Alors que nous sommes à quelques mois des élections législatives et régionales, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette question? Vous savez, il y a 2 semaines, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a rendu public le rapport d'exercice 2022 qui épingle essentiellement 3 ministères qui contribuent dans la plus grande partie à la restriction des libertés individuelles. En premier lieu, il y a le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile qui est suivi du ministère en charge de la justice et en troisième position, le ministère de l'administration territoriale. Alors, quand vous voyez un peu la CNDH, on connaît un peu la crédibilité de cette structure au plan national. Quand une commission comme la CNDH pond ce rapport dans un contexte que nous connaissons déjà, je crois qu'il y a de la matière. Il faut réfléchir sérieusement sur ce qui est de la restriction même des droits de l'homme dans ce pays. Il n'y a pas longtemps, le Togo devant la commission ou le comité des droits de l'homme des Nations Unies, le sujet était revenu. Vous savez qu'il y avait une loi qu'on appelait la loi Bojona, qui à un moment donné avait été retouchée de façon profonde, qui beaucoup d'observateurs disaient même que la loi a perdu de sa substance. Mais la conséquence directe, c'est que depuis que cette loi a été retouchée, beaucoup de partis politiques, des organisations de la société civile ont du mal à travailler normalement, c'est-à-dire ont du mal à organiser leurs activités. Mais ce qui est plus alarmant, je dirais carrément, c'est que nous sommes dans une année électorale et on ne peut pas comprendre que pour des partis politiques légalement constitués, avec des dirigeants très bien connus des pouvoirs publics, on soit encore là à interdire leurs activités. Pour moi, ça pose un sérieux problème. Pendant qu'au même moment, on voit de l'autre côté, il faut avoir ce courage aussi de le dire, le chef de l'État qui mène librement ses activités. C'est vrai que c'est sous, on va dire, l'agenda républicain, mais en réalité, c'est de la pré-campagne que le chef de l'État fait et on ne peut pas le lui interdire. Au même moment, on ne peut pas obstruer le chemin également à d'autres acteurs politiques de mener leurs activités. Si on avance des arguments solides, je comprendrai. C'est vrai que le Togo, depuis un moment, vit des moments un peu sensibles où on est menacé par, on va dire, le terrorisme. L'État ou les pouvoirs publics peuvent avoir des informations que le bas peuple n'a pas. C'est vrai, mais si tel est le cas, je crois que
on ferait mieux d'informer ces acteurs politiques-là que voilà, pour certaines raisons que nous avons, c'est pour ça que nous interdisons vos activités. Mais si on ne le dit pas, au point même où ces mêmes acteurs se plaignent publiquement, je crois qu'il y a soit vous avez des raisons tangibles qui fondent ces refus-là, expliquez à vos répondants le pourquoi de votre refus. Mais si vous refusez aux gens de mener leurs activités sans raison valable, c'est que vous leur donnez beaucoup plus raison que leurs droits sont violés. On parle de la DMK. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, la DMK était à la vie, enfin appelée. Ils n'ont pas mobilisé grand monde. Ils n'ont pas mobilisé grand monde. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut peut-être leur donner une carrure qu'ils n'ont pas en réalité. Et c'est aussi comme cela que le pouvoir, ou on va dire le gouvernement, contribue à faire peut-être de certaines personnes ce qui ne sont pas en réalité. Parce que quand la DMK va saisir la balle au bon pour crier sur tous les toits, comme elle est en train de le faire, qu'on lui interdit de mener ses activités, je crois que de l'autre côté, ça fera écho. Ça fera écho du moment où ça n'a pas de raison valable. Mais au même moment, la personne n'est pas une véritable menace. La personne n'est pas une véritable menace. C'est pour ça que moi j'ai dit, il faut quand même qu'on surpasse ou qu'on dépasse certaines choses. Il faut évoluer. Hier, j'étais à une conférence de presse où ça a pris plus d'une heure de retard. Et lorsque le chairman a pris le micro pour annoncer le démarrage de la conférence de presse, il a pris soin de dire que c'est maintenant que le ministère en charge de l'administration territoriale a donné son aval pour que la conférence de presse démarre. Ça voudra dire que les pouvoirs publics ont peut-être pour des raisons évidentes plusieurs, ils savent pourquoi ils veulent contrôler tout de près. Mais quand vous contrôlez et qu'il vous revient des éléments qui peuvent menacer, on va dire, la quiétude des populations, mais peut appeler les premiers responsables, expliquer-leur la raison pour laquelle vous leur interdisez cela. Mais si vous ne dites rien, c'est que vous leur donnez de bonnes raisons qu'ils sont traqués et ce n'est pas bien en démocratie. Alors, chers confrères, vous avez écouté Magloire Teko Kanvi, alors que le président de la République va partout, et déjà dans la pré-campagne, selon le confrère, on interdit des manifestations de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une justice de poids de mesure? Oui, mais je crois que, comme il a précisé également, le chef de l'État, c'est une institution. Bon, peut-être qu'il aurait fallu... On n'oppose pas le chef de l'État au parti de l'opposition. Je crois que l'opposition n'est pas... mais on peut opposer le parti UNIR aux autres partis de l'opposition. On peut par exemple dire que UNIR fait des activités politiques alors que les autres partis ne le font pas. Mais on peut pas dire... Il y a cette dissociation mais on peut pas dire que le chef de l'État, en tant que président de la République, fait une activité. Pourquoi, à l'opposé, on ne devrait pas? Donc, je crois que le chef de l'État, c'est beaucoup plus une institution. C'est la présidence de la République, une institution. Bon, même si les gens supputent que derrière ça, il y a une campagne qui ne dit pas son nom. Il profite quand même de la casquette du chef de l'État, puisque quand lui il sort, c'est pratiquement l'État qui organise la sécurité et tout cela pour que on oblige certains à y aller parce que c'est un chef de l'État, alors que quand c'est un parti politique, l'organisation est différente. Mais il faut dire qu'effectivement, même si dans les différents rapports, certains ministères sont épinglés, je crois que ce n'est pas une surprise pour ces ministères. Ils s'attendaient. Et c'est un choix du Togo. Je crois que c'est à dessein, ils le font. Et ils vont vous brandir des raisons, comme l'a dit mon confrère. Nous sommes dans une... D'abord, il y avait l'état d'urgence sanitaire qui était là. Je ne sais pas là si c'est toujours en vigueur ou c'est levé. Après ça... Dans une zone du pays, notamment la région des Savanes, il y a l'état d'urgence sécuritaire. Vous savez, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile de voir la ligne de démarcation entre les raisons qu'on avance pour interdire les manifestations, si elles sont avérées ou elles sont juste supposées. C'est un peu difficile, c'est-à-dire que
c'est eux qui ont l'appareil sécurité en main. C'est le ministère de la Sécurité qui a la charge de garantir la sécurité de tout le monde. Peut-être que les raisons qu'ils avancent peuvent être justifiées. Ils ont des éléments qui les amènent à dire non, cette manifestation, ça risque de dégénérer. Ou alors, politiquement aussi, ils peuvent l'utiliser pour empêcher les autres de faire la manifestation en prenant comme prétexte les questions sécuritaires. C'est là où c'est un peu difficile de savoir est-ce que de juger un peu la bonne foi de ces ministères-là. Est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est plutôt des prétextes? Mais quand on écoute les acteurs, on a l'impression que les préfets aussi jouent un rôle d'interdiction, alors qu'au niveau du ministère, toutes les démarches administratives sont parfois faites. Oui, ça c'est une défaillance au niveau du terrain où c'est organisé autrement. Mais de toutes les façons, la plupart du temps, les manifestations, je crois qu'à des degrés, je ne sais pas si la loi a changé ça, hein, sinon, quand vous voulez faire une manifestation sur l'ensemble du territoire, l'autorisation vient du ministère de l'administration territoriale. Ouais. Mais quand vous êtes dans une localité, vous voulez la faire, vous passez par le préfet ou le maire, ou je ne sais pas. C'est-à-dire, quand c'est circonscrit à une zone, là, c'est l'autorité de cette zone-là. Mais si vous voulez faire des manifestations sur l'ensemble du territoire, j'irai à Dapan, j'irai à Aneho et autres, là, vous avez l'autorisation du ministère. Mais ce que je suis en train de dire, on est en politique. C'est pour cela que je dis, c'est là où, si c'est des prétextes, là, effectivement, c'est pas bien. Si c'est des prétextes que le ministre, c'est-à-dire qu'on règle un compte politique, mais en mettant en avant des prétextes liés au calendrier républicain, ou du moins des prétextes liés au pouvoir que l'État vous a donné par rapport au poste que vous occupez. Mais c'est un peu difficile de le savoir parce qu'on a eu des situations où c'était autorisé et puis à la dernière minute, on vient dire non, ça ne tient plus et autres. Quelles sont les informations qu'ils ont? C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas obligés de communiquer sur toutes les informations qu'ils ont. Mais quand ça se répète, c'est un peu difficile de savoir est-ce que en réalité il n'y avait rien, on a fabriqué des prétextes pour pouvoir juste interdire. Mais comme le disait mon confrère tout à l'heure, il y a aussi une situation où parfois l'homme politique aussi profite de ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne pèsent rien. On a vu dans ce pays des manifestations interdites, mais qui ont eu lieu. C'est-à-dire quand les gens veulent vraiment manifester, ils manifestent. La dernière fois à Dakar, je ne suis pas sûr que les gens ont attendu l'autorisation avant. Il y a des manifestations spontanées. Est-ce que ce n'est pas un bras de fer? On a vu ici des répressions lorsqu'on veut défier l'autorité. Oui, mais même ailleurs aussi, quand vous défiez l'autorité, mais il y a des moments où ce que vous avez voulu lui dire, vous le faites. Je ne dis pas aux gens de défier l'autorité, mais je dis tout simplement que politiquement, il y a des gens qui sont incapables de mobiliser. Et tout le monde va dire aujourd'hui, ah bon, c'est parce qu'on nous interdit de manifester. Peut-être que le jour où on autorisera, vous allez voir que c'est des gens qui sont incapables même de réunir les membres du bureau de leur parti. Mais aujourd'hui, tout le monde le dit. Et c'est pour cela que je dis, dans les rapports, l'État ne doit pas être surpris. C'est un choix. C'est comme au 27 avril, le président de la République a dit, nous ne communiquons pas sur les questions de terrorisme. C'est un choix. Et il l'assume. Nous avons décidé, nous ne communiquons pas là-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, tout est fait pour avoir une omerta totale sur tout ce qui se passe dans la région des Savanes. On n'autorise pas aux journalistes d'y aller sur le plan national comme international. Mais ils ne disent pas que quand on leur sort ça, ils ne disent pas que non, c'est pas faux. Ils disent oui, c'est vrai, mais nous l'assumons. C'est nous qui avons choisi d'interdire l'accès à la zone. C'est nous qui avons choisi de dire aux gens de ne pas manifester pour des raisons que nous avons. Donc, c'est un peu cela la situation. Bon, maintenant, lorsque les élections arriveront, on verra comment ça va se faire. Une élection, il y a une phase aussi qu'on appelle campagne, il y a une phase aussi qu'on appelle pré-campagne. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faudra que peut-être, si l'État, si c'est de la mauvaise foi, il faut que les choses évoluent. Mais quand vous parlez d'un choix, est-ce qu'on peut se vouloir être un État démocratique et choisir de ne pas ouvrir la liberté de manifestation aux acteurs politiques?
Oui, je vous ai parlé d'un choix qui repose sur un argument. C'est-à-dire que quand ils avancent les questions de sécurité, ils disent oui, nous savons que c'est pas ce que nos lois autorisent, mais nous avons choisi pour des raisons sécuritaires. Alors, et sur des questions de sécurité, aujourd'hui, vous n'allez rien dire aux Maliens, vous allez crier vos histoires de droits de l'homme, vous n'allez rien dire aux Burkinabés. Ils ont leur pays en main, et il faut éviter de faire les yeux doux aux blancs. D'ailleurs, même aujourd'hui, les pays africains commencent par s'émanciper de cette histoire de droits de l'homme où, bon, il y a certains, on vous oblige à faire certaines choses même si ça ne vous arrange pas. Il y a ça aussi, nous n'avons pas le même degré de culture. On sait aussi qu'on peut organiser une manifestation et que ça se termine mal. Mais comme je le dis, c'est possible aussi qu'il n'y a rien, mais on puisse dire qu'il y a quelque chose juste pour interdire. Donc c'est une situation qui ne surprend pas l'État. Nous ne sommes pas dans une situation, c'est comme si aujourd'hui on fait le débat, est-ce qu'il y a prisonnier politique ou l'État te dira qu'il n'y a pas de prisonnier politique, les autres démontreront qu'il y a un prisonnier politique. Mais aujourd'hui, les restrictions de liberté, ils disent oui, ils reconnaissent que les libertés sont restreintes, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire c'est une décision que l'État a prise de dire pour des raisons liées à telle, je n'autorise pas telle manifestation parce que j'ai des informations qui me font croire que ça risque de mal se passer. Alors, si on se dit non, c'est faux, c'est un prétexte, c'est possible. Mais si on va et quelque chose se passe, on reviendra également sur le même état pour lui dire il n'a pas joué son rôle, il n'a pas protégé. Donc, pour l'instant, ils tiennent le bon bout. Et ils ont un élément qu'ils utilisent à tort ou à raison pour interdire ces manifestations-là. Mais ce que je dis, le jour où les Togolais vont vouloir manifester pour une cause, je vous assure que les vraies manifestations n'ont pas besoin d'autorisation. Hein. Et toutes les grandes révolutions qu'on a connues, vous n'allez pas écrire pour aller déposer au ministère de l'administration territoriale pour dire, bon, nous voulons faire une révolution, nous voulons faire telle ou telle manifestation. De façon spontanée, l'État va juste le remarquer. Et ça aussi, il faut éviter qu'on en arrive à des situations comme ça parce que ce n'est pour rien, on a prévu ces mécanismes-là. Quand vous laissez les gens parfois manifester, ça leur permet d'exprimer un état d'âme qui les soulage, même s'ils n'ont pas la solution des problèmes qu'ils évoquent. Mais confiner les gens, les empêcher carrément de réagir, ça peut, à un moment donné, se comporter un peu comme c'est comme on comprime un gaz dans un espace où ça peut exploser. Ça peut exploser. Et c'est là le grand danger. Dans ces conditions, je vais avoir vos avis. Est-ce qu'on peut parler, puisque nous sommes dans une année électorale, dans quelques mois, en tenant compte du calendrier, c'est qu'au plus en novembre ou en décembre, les élections législatives doivent avoir lieu. Est-ce que là, dans ce contexte, on pourra parler des élections libres? Des élections libres, voyez-vous, d'abord, tout dépend de la conception que tous les acteurs ont du processus. D'abord, je crois que si le processus à la base est vicié, vous comprendrez mieux que moi que certains diront à la fin ça déteint négativement sur les résultats. Et donc, que le scrutin n'est pas crédible, comme on le dit souvent. Même si vous n'êtes pas capable peut-être de gagner une élection, vous profitez de petites failles dans le circuit organisationnel pour sous-tendre, n'est-ce pas, votre faiblesse. Et pour moi, véritablement, c'est le piège-là, n'est-ce pas, que le gouvernement doit essayer d'éviter. Parce que, voyez-vous, en tant que journaliste, on voit des choses. On sait quand même qu'au Togo, les partis qui peuvent véritablement titiller le régime en place, on peut les imaginer. Hein. On peut les imaginer. Et donc, le vrai enjeu politique, on sait à peu près à quel niveau ça se trouve. C'est pour ça que je dis, à un certain niveau, il faut se départir de certaines habitudes, certains réflexes qu'on a qui, à la fin, vont hypothéquer ce que nous avons mis ensemble. Parce que vous avez dit, nous sommes non seulement dans une année électorale, mais logiquement, nous sommes à 6 mois des élections, si vraiment on veut respecter le calendrier, parce qu'on nous a dit que les élections devront avoir lieu en cette année 2023. Alors nous sommes au mois de juin,
et il ne reste logiquement que 6 mois. Ça voudra dire que nous sommes presque de plein pied dans l'organisation des élections. D'ailleurs, ça a commencé avec les recensements. La prochaine étape va être la compilation des données et tout. Mais si parallèlement, déjà, il y a une partie de l'opposition qui dénonce déjà l'enrôlement des mineurs et tout, même si cette étape il va y avoir une autre étape qui consiste à élaguer le fichier des doublons, des décès, des mineurs éventuellement. Mais si le processus comporte déjà ces petites lacunes-là que moi j'estime évitables, je crois qu'on peut y arriver facilement. Et pour moi, que gagne le pouvoir en place en interdisant une manifestation de la DMP ou la DMK? Honnêtement, moi je n'en vois pas. Vous pensez que ces partis ne peuvent pas faire quelque chose de grand? Je ne les minimise pas, mais quand vous voyez un peu la DMK, c'est, on va dire, une structure composée des partis politiques et des organisations de la société civile. Et quand on prend individuellement les partis, je ne les minimise pas, je le dis encore une fois, mais prenons les partis un à un. C'est vrai, il y a eu une scission, les autres sont partis créer la DMP, mais pour les partis politiques qui sont restés dans la DMK, il y en a quoi? Le Bloc d'action pour le changement et qui encore? Moi, je n'encode pas plus de 3 ou 4 partis bien solides qui pourront véritablement titiller le pouvoir. C'est pour ça que je dis, si le gars sait qu'il n'a pas vraiment les moyens ou la posture de vous mettre en difficulté, si vous leur tendez le piège en viciant un peu les procédures, en ouvrant certaines brèches, ils vont profiter pour dire à la fin que vous avez mal fait. C'est pour ça que je dis, on gagnerait mieux en ouvrant, n'est-ce pas, le circuit, pour que chacun puisse avoir la latitude de démontrer aux gens de quoi il est capable, et les urnes vont départager tout le monde. Je vais avoir aussi votre avis sur cette question. Peut-on parler dans ce contexte, tout ce qu'on a décrit, sur la restriction des libertés d'une élection libre ou bien des élections libres qui seront organisées? Oh, je crois que sur la question d'élection libre, c'est tout un débat, hein, on ne va pas en finir. Est-ce que c'est une élection libre qui est en train d'être organisée aux États-Unis aujourd'hui? Tout le monde sait qu'on est en train d'empêcher un candidat de pouvoir postuler. Est-ce que c'est une élection libre qui est en train d'organiser au Sénégal? On sent qu'on est en train de vouloir empêcher un candidat d'aller à ces élections. Mais les gens, d'un côté, certains te diront que c'est libre, que c'est la loi. On utilise toujours la loi. Tout ça, là, c'est un jeu politique. Un jeu politique et tous les politiciens le savent. Macky Sall a été victime de ça. Aujourd'hui, c'est ça, il l'utilise pour également contre asphyxier son opposition. Ça a été toujours comme ça, c'est un jeu et le jeu restera toujours comme cela. Maintenant, une élection libre et transparente, n'attendez pas que ce soit de la bouche des politiciens que ça sorte. Si je ne gagne pas, c'est que ce n'est pas bien organisé. Il y a ça aussi. Et il y en a aussi. Moi, je suis dans les années 94, lorsqu'on a organisé les élections législatives, et le CAR était le parti qui avait eu le plus grand nombre des députés, avec 36 députés. À l'époque, il y avait des gens du RPT qui ont dit que le CAR avait fraudé. Et pourtant, c'est le RPT, la transition qui a organisé. Ils avaient dit que non, mais qu'on a bourré des urnes dans des endroits. C'est pour cela que le CAR a eu, tout simplement, depuis ce temps-là, lorsque c'est eux qui gagnaient. De l'autre côté aussi, on a dit que non, c'est des fraudes. Donc, le discours politique sur la liberté ou non des élections, ça va pas... C'est difficile de le cerner, c'est à géométrie variable. Tout dépend de l'état d'âme de celui qui tient le discours. Si vous êtes dans une position où vous sentez que les choses ne se font pas dans votre intérêt, vous pouvez vous lever et dire. Mais il y a des pays où les vainqueurs quand même félicitent, les vaincus félicitent les vainqueurs. Mais aujourd'hui, finalement, l'actualité nous montre que même les pays qu'on mettait en avant, où on disait que bon, là-bas, les élections, on peut quand même dire que tout se passe bien. Même la plus grande puissance, aujourd'hui, on sent, on n'a même pas besoin de faire des études en relations internationales ou en géopolitique pour comprendre qu'on fait tout pour empêcher Donald Trump d'être seulement candidat. Et c'est où ça se passe, dans un pays qu'on appelle les États-Unis. On a commencé par des prostituées, après on est venu parler des documents qu'il aurait gardés, après la Maison Blanche et tout cela. Tout ça
c'est un jeu politique. Mais malheureusement, bon, c'est un peu malsain, ce qui fait que c'est difficile de la bouche d'un politique de voir la ligne de démarcation entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais je voudrais qu'on analyse un peu quelques secondes le comportement de l'opposition aujourd'hui et qui demande les fonds, la quête publique aux populations. On se demande est-ce que les partis n'ont plus de militants pour les fonds ou qu'est-ce qui se passe? On a vu du côté de l'ANC, aujourd'hui c'est la DMP qui demande les fonds pour sécuriser les urnes. Oui, bon, je crois que ce n'est pas nouveau, hein. C'est une pratique qui était là. Avant, on se rabattait sur la diaspora. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la diaspora s'est rendu compte qu'on l'a floué à plusieurs reprises. Parfois, on donne les moyens, les gens ne font rien. C'est ça aussi. Il y a eu, je crois qu'à la dernière élection, est-ce qu'il n'y a pas eu une mobilisation des fonds pour le compte du candidat de la DMP? Je crois qu'il y en a eu. En 2020. Oui, il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu des comptes? Il n'y a pas eu de compte par rapport à cela. Et donc, c'est une pratique qui est là. On veut dire que non, nous n'avons pas les moyens. Donc, dans la population, ceux qui adhèrent aux idéaux peuvent également cotiser. Pour moi, ce n'est pas de l'arnaque, puisqu'ils ne forcent personne. Ils demandent juste qu'on les aide. Maintenant, ceux qui peuvent les aider, même ailleurs dans les grands partis, ça se fait. Hein. Donald Trump, là où il y a des gens qui mettent les moyens pour que... Et Barack Obama, d'ailleurs, c'est des gens qui ont cotisé. Donc, c'est des gens qui ont cotisé pour pouvoir les lancer. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a de gros lobbying qui sont derrière les candidats. Au cas où vous gagnez, bon, c'est eux qui font leur loi et tout cela. Donc, pour moi, ce n'est pas anormal. C'est pas anormal, ce n'est pas de l'escroquerie. Ils ont été clairs que nous voulons un soutien pour sécuriser les urnes. Si vous leur faites confiance, allez faire votre quête. Mais bon, si vous ne le faites pas, bon, on ne vous force pas non plus. Donc, Votre avis sur la question? Non, comme le confrère Edouin l'a dit, je crois que c'est une pratique qu'on connaît déjà dans l'écosystème, non seulement en politique au Togo, mais un peu partout dans le monde, ça se fait. On dira même au plan national avec le collectif Sauvons le Togo. C'était une pratique qui revenait périodiquement où on demandait l'assistance des gens. Les gens cotisaient, on donnait des numéros de compte de gauche à droite. Ça se faisait. Et donc si, comme vous l'avez dit, si les militants se croient véritablement dans ce projet, ils le feront. Mais le débat que ça repose pour moi, c'est l'organisation même des partis politiques. C'est-à-dire que sous nos cieux, il est très rare de voir des militants, même ceux qui crient sur tous les toits, qui sont des militants de premières heures, il est difficile de les voir détenir des cartes de membres en fait. Et de cotiser parce qu'en réalité, les partis politiques doivent vivre, n'est-ce pas, de ces cotisations des membres. Mais chez nous ici, c'est pas une pratique qui est rentrée dans nos mœurs. On attend le président tout-puissant qui crée son parti, il est le PDG de l'entreprise entre griffes et il gère comme il veut. Et vous avez vu que chez nous ici, ces derniers jours, ce que ça crée comme dissension, comme désordre, lorsque le président décède et qu'il laisse le parti dans les mains des héritiers entre griffes qui n'arrivent pas à s'entendre. Et voilà ce que ça donne. Et donc, je pense qu'on doit normalement surfer sur ces petits détails-là pour revoir sensiblement l'organisation des partis politiques au Togo. Et donc, si j'estime les partis qui sont membres de l'opposition ou de la DMK ou de la DMP avaient vraiment des ressources dans leur caisse, ils feront ça parce que, imaginons un seul instant, leur objectif c'est quoi? C'est de pouvoir rassembler ces fonds pour sécuriser, n'est-ce pas, les résultats. Et si jamais les gens ne répondaient pas favorablement, ça voudra dire qu'ils assisteront impuissants, n'est-ce pas, à ce qu'ils voulaient éviter. Ça voudra dire qu'ils ont leur sort dans les mains des autres. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une pratique anormale, c'est tout à fait normal, mais on gagnerait mieux en revoyant sensiblement l'organisation même des partis politiques pour les amener à être des partis indépendants au plan financier surtout. Et quel sera alors votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'inviter les uns les autres à mettre de l'eau dans leur vin et à faciliter la tâche au chef de l'État. Vous savez, moi je le dis sensiblement, le chef de l'État, il est le président de la République. Il nomme
des collaborateurs qui travaillent avec lui et chacun doit faire vraiment bien son job. Vous ne pouvez pas être nommé pour aider le chef de l'État à bien gérer les affaires de la République, que dans votre coin, vous vous érigez un peu en potentat pour compliquer à la fin la vie à celui qui vous a nommé. Et donc, j'estime que nous sommes dans une année électorale. Il faudrait que chacun revoie sensiblement sa méthode pour qu'à la fin, on évite des heures qu'on connaît généralement lorsque nous sommes dans une période électorale. Je confère votre mot de la fin. Non, je veux un débat politique très ouvert où chacun puisse tenir, exprimer ce qu'il veut, ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'on demande au Togo, c'est de ne pas retomber dans le cycle de violence. Donc, que les politiciens tiennent le discours responsable qui est dû à leur rang. Et sur ce point, je crois que on ne peut que s'en féliciter, que le débat soit houleux politiquement parlant, mais ne pas glisser sur le terrain de violence, c'est ce que nous regretterons. Merci à vous d'être venus. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission Coin de Vérité. C'était tout pour ce numéro. Aujourd'hui, on se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.